Donc on va parler de ce qui se passe dans les équipes, grosso modo, qui permet ou pas d'être agile. En général, plutôt pas. Et l'un des facteurs majeurs qui fait que, en général, il n'y a pas énormément d'agilité, en tout cas, il y a pas mal de freins, c'est que, par exemple, je ne sais pas si vous savez que la plupart des feedbacks que l'on reçoit, on ne les applique pas. Et que la plupart des conseils qu'on donne aux autres, à nos amis, à notre famille, ils ne les appliquent pas non plus. Alors évidemment, ça n'aide pas beaucoup à l'agilité, on imagine bien, quand personne n'écoute ce que les autres nous disent. Mais voilà, c'est un constat. Donc, si par hasard vous aviez envie de donner un conseil à un ami en disant « tu devrais la quitter, elle est vraiment nulle », bah, il ne va pas le faire en fait. J'ai entendu ça tellement de fois, mais non, ça ne marche pas. Heureusement, peut-être, dans ce cas-là. Voilà, donc on va aller explorer la mécanique qu'il y a derrière ça. Enfin, en tout cas, c'est un grand mot, mécanique, mais ce qu'on pourrait comprendre de ce qui se joue dans notre cerveau et surtout dans le lien social. Et comme c'est une histoire de lien, en fait, que la créativité, ce n'est pas un truc tellement individuel, on aime bien ça, penser qu'il y a des gens qui ont un talent immense, qui ont tout créé tout seuls. Puis, d'après les recherches, ça ne marche pas trop, en fait. C'est plutôt un collectif. Tous les grands artistes, par exemple, étaient inscrits dans une histoire collective et non pas tout à coup, tout seul, ils sortent de nulle part. Et comme c'est collectif, je vais vous proposer de faire une activité, il n'y en aura qu'une, une petite activité dans laquelle ça va durer 2 minutes, 2 fois 2 minutes. Et puis l'une des deux personnes va dire ce qui s'est passé ce matin, depuis le moment où elle s'est réveillée, jusqu'au moment où elle est arrivée ici ou au travail, je ne sais pas ce que vous avez fait avant, mais du moment où elle était dans son lit jusqu'à ce qu'elle fasse un truc plus ou moins sérieux, comme venir ici. Je ne sais pas si c'était sérieux aujourd'hui, mais... Pendant 2 minutes, et la personne en face, la consigne est difficile à respecter, c'est de ne rien exprimer du tout. Et c'est vraiment hyper important de rien exprimer du tout. Il ne faut pas spécialement être sympa, il faut vraiment rien exprimer, une neutralité parfaite. Et puis celui qui est en train de parler pourra observer en lui ce que ça produit, voilà, ou en elle. Et donc, on va commencer par ça. 2 minutes, pendant 2 minutes, il y en a un qui parle, qui raconte ce qui s'est passé ce matin depuis le réveil, et l'autre qui écoute avec le visage le plus neutre possible. Puis, on échange, et puis c'est l'autre qui va parler pendant 2 minutes. La consigne, j'ai une zapette. La consigne, la voici, racontez en détail ce que vous avez fait ce matin. L'autre personne garde un visage parfaitement neutre, et puis on change de rôle. On va faire ça pendant 2 minutes, et puis donc je vais sortir mon téléphone, et je vais chronométrer, et je vous donne un top. Juste, il y a un truc qui est important, c'est que vous le fassiez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas trop, parce que c'est encore plus dur de rester neutre. Donc, devant, derrière, ça serait mieux. Essayez de vous retourner ou de regarder devant. Il ne faut pas que tout le monde se retourne, sinon... Alors, je vais donner un top départ. 3, 2, 1, c'est parti.
Alors, je vous propose qu'on s'arrête là. Top. Et puis 3, 2, 1, on inverse, c'est parti. On va s'arrêter là. Merci. Je vous demande de vous arrêter. Merci beaucoup. Ils vont te récupérer ton billet. Bien, bien, salut. Merci d'avoir si bien joué le jeu pour certains, parce que j'ai vu qu'il y avait une sacrée neutralité, toute locale. Voudrais vous demander comment vous avez vécu ça quand vous étiez celui qui parlait. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? Une torture. Une torture. Et pourquoi une torture? Qu'est-ce qui se passait en toi? Je pense que 90% des gens ici sont habitués à être empathiques, à réagir, à relancer par un regard, un sourire. Et on nous demande d'être le contraire de ce qu'on est. Oui. Et puis, du coup, qu'a fait ton cerveau? Qu'est-ce que tu as pu le voir faire? Pourquoi c'est une torture, dans le fond? C'est à l'encontre de comment on fonctionne. Ouais, alors ça, c'est un changement, on pourrait dire. Ça prend un feedback par rapport à ce qu'on dit. Ouais. On n'a aucune réponse. On prévoit. ne sait pas sur quoi danser, Ouais. changer de discours si on voit qu'il y a un désintéressements ou un intérêt, pour pouvoir accentuer Certains passages. Ouais. Comment avoir un échange de communication. Donc, comme dit monsieur, on avait prévu que ça se passe d'une certaine manière. Notre cerveau fait des prédictions en permanence. Et là, il y a une erreur de prédiction. Ce qui n'est pas agréable. Mais de là à aller jusqu'à la torture, pourquoi? Monsieur. Madame. Pardon. N'importe quoi. Non, ben on a le droit maintenant, il n'y a plus de gens. Hein, on fait comme on veut. Oui, pardon. Comment? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé concrètement en vous, par exemple, à ce moment-là? Ouais, envie de fuir la conversation, d'une certaine manière. Pas forcément de fuir ce qui s'est raconté, Ouais. mais de regarder ailleurs. Regardez ailleurs. Ok. Oui. L'envie de se fermer, de lâcher l'autre, son propre violence. Ouais. Qu'est-ce qui est violent? En fait, on s'adresse à l'autre. Ouais. Mais du coup, on fait quoi avec ça? C'est-à-dire, on sent qu'il y a un manque, une incertitude pour le coup. Donc on vit une situation d'incertitude, mais l'incertitude, ça pourrait être confortable. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? Ouais.
Moi, c'est ça me provoque une peur de déranger quand je vois rien. J'ai l'impression Ouais. que je suis en train d'embêter d'autres personnes et que c'est pas intéressant et que je prends de l'énergie pour rien. Merci. Là, on commence à faire le pas. Vous voyez, tout à l'heure, vous étiez dans le préambule, quelque part, de ce à quoi je m'attends n'est pas respecté. Mais si on parle de torture, c'est parce qu'il y a autre chose qui a l'air de se passer derrière. Parce que jusque-là, on ne voit pas de raison d'utiliser ce genre de mots. Mais là, dans ce que vous dites, on a déjà une étape supplémentaire. C'est-à-dire que ça n'a pas l'air d'être intéressant ce que je raconte. Qui peut lever la main pour... qui a eu l'impression que ce n'était pas intéressant ce qu'il racontait? Est-ce que vous pouvez lever la main? Voilà, regardez le nombre de mains levées. Il y a des gens qui voulaient dire quelque chose par là-bas? Oui, le sujet n'était pas le meilleur que vous ayez. Oui, madame? J'avais l'impression d'être que l'autre personne ne m'avait rien à faire. Ouais. Que, en fait, j'ai fait de l'indifférence. Ouais. C'est ça. Et alors, en fait, elle était indifférente. Ça, c'était la consigne. Mais ce qu'ont fait vos cerveaux pour la plupart, on voit le nombre de gens qui ont levé la main, c'est effectivement la sensation qu'elle n'en avait rien à faire. Ça, c'est pas dans la consigne. Et c'est pas normal, puisque normalement, on pourrait se dire, mais en fait, pourquoi le cerveau prévoit que l'autre va réagir alors que la prévision, elle est là? C'est écrit, il ne faut pas réagir. Donc on n'est pas censé s'attendre à ce que l'autre réagisse, alors qu'on prédit, on est censé avoir une prédiction réévaluée, là, qui est de ne pas réagir. Cependant, il est très difficile, on le voit, malgré la prédiction, vous savez très bien que la personne ne va pas réagir, en tout cas c'est la consigne, et bien malgré ça, l'incertitude est très difficile à vivre. Et ce n'est pas qu'on va rester dans l'incertitude, on pourrait se dire, tiens, il ne réagit pas, c'est intéressant, il respecte la consigne. C'est pas ça qui se passe. Oui. Moi, par le fait que je savais qu'il allait faire ça, ça m'a donné envie de jouer. Ça m'a donné envie de Challenger un peu. challenger. Ouais. Du coup, je me rendais des trucs à faire rire. Au bout d'un moment, il va attaquer. Chouette. Du coup, c'est une réaction un peu irrationnelle dans ce cas-là, puisqu'il est censé ne pas réagir, mais on se dit, je vais peut-être y arriver quand même. Et du coup, vous y êtes arrivé ou pas? Ah ouais? Ah bah alors du coup, c'était pas irrationnel, c'est moi qui le suis. Bravo. Donc voilà, juste là, ce que vous avez expérimenté, pour la plupart, c'était la réaction spontanée du cerveau à l'incertitude. Dans ce cas-là, sociale. Maintenant, on peut faire un petit pas en arrière et voir comment réagit notre cerveau, par exemple, à la vision de ce cube de Necker, qui n'est pas franchement une illusion d'optique, mais qui a une particularité. Alors, à ce stade, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui voient deux cubes différents? Là, il y en a peut-être 10, 15, 20, c'est en train de monter. Voilà. Tout le monde ne le voit pas à ce stade. Vous voyez qu'on a des cerveaux différents. On n'interprète pas de la même manière le signal. Là. Ça s'appelle un stimulus ambigu bistable. Et c'est super important de le savoir. Parce que vous avez deux possibilités d'interprétation du signal, du stimulus. Soit vous pouvez le voir vu plus ou moins du dessus, le cube. Alors pour le voir du dessus, normalement, quand on regarde ce Y, on le voit plutôt du dessus. Quand on regarde le Y qui est là-haut, celui-là, on doit le voir plutôt du dessous. Maintenant, qui arrive à voir les deux formes, est-ce que vous pouvez lever la main? Toujours pas tout le monde. Hein? Ouais. Merci. Quand même une bonne majorité, mais pas tout le monde. Donc vous voyez qu'il y a deux interprétations possibles, que tout le monde ne les voit pas dès la première fois, et qu'il est difficile, comme tout à l'heure, de rester dans l'incertitude. C'est-à-dire que le cerveau, là, en fait, c'est des lignes plates, hein. Il est en 2D, l'écran. Voilà. Cependant, le cerveau pense que c'est plutôt... pour lui, pour prendre des décisions, il pense qu'il faudrait mieux interpréter ça comme un cube, voire deux. Mais la question, c'est est-ce que vous arrivez à rester dans l'incertitude entre les deux cubes? Essayez de faire ça, d'osciller entre les deux.
Oui. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire que dès le début, c'est-à-dire dès qu'on a les premiers signaux de compréhension du monde, notre cerveau interprète tout de suite d'une certaine manière, et quand on voit le cube sous un angle, il faut faire un petit effort pour passer à l'autre vision. Et ça, c'est intéressant parce qu'on se dit, ben, tu m'étonnes qu'on ait un cerveau un peu figé. C'est-à-dire que dès le système visuel, alors qu'on n'a pas encore, je ne sais pas combien de couches de croyances séculaires accumulées, on a déjà une petite résistance au changement et une grande difficulté à rester dans l'incertitude. Et on est très différents les uns et les autres. Merci pour la différence. On va maintenant explorer ça, toujours un stimulus ambigu bistable, mais en version auditive. Qu'est-ce que vous avez entendu? Ouvrez vos quoi? C'est la première phrase qui m'intéresse. Paupières. C'est vraiment une question que je me pose. Qui a entendu paupières? Vous pouvez lever la main. Ah ouais, pas grand monde. Alors elle dit paupières. Voilà. Mais il y a carrément personne presque qui a entendu paupières. Alors maintenant, vous allez, je vais afficher. Je vous le remets, c'est donc paupières. Ouvrez vos paupières. Voilà, là je vous influence. Qui a entendu ouvrez vos paupières? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Ah, voilà, quand même. Là, il y a une immense majorité. Et puis maintenant, je vais encore vous influencer. Et pour certains d'entre vous, on va voir, il y a une possibilité peut-être d'interpréter ce stimulus ambigu bistable d'une autre manière, comme celle-ci. Voilà, je vous le remets, donc c'est ouvrez vos gros cons. Et est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont entendu gros con? Ah, vous voyez, regardez, il y a beaucoup moins de monde que tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le cerveau interprète différemment, et encore une fois, là, une grosse différence, encore plus forte que tout à l'heure, sur les capacités d'interprétation et d'imagination du cerveau. Parce que qu'est-ce qui se passe là? C'est que le stimulus, il n'est pas très clair, en fait. C'est pour ça qu'il est bistable. C'est qu'on peut l'interpréter de plusieurs manières. Ça se trouve, il y en a une troisième. Il doit bien y avoir des gens, d'ailleurs, qui ont entendu autre chose. Et donc, dans le cadre de cette incertitude, le son n'est pas très clair et pas très net. Le cerveau va essayer de donner du sens à ça, parce qu'on a besoin d'avoir du sens pour agir dans la vie. Et donc, sa façon de donner du sens, c'est de créer, là, pour le coup, de créer une information supplémentaire qui n'existe pas. Et puis, on peut être influencé, comme je l'ai fait avec Grocon, ou pas, comme avec le cube. Enfin, voilà, il y en a plein d'autres. Vous verrez que chacun entend dès le début une chose différente. Il y a plein de ces exemples sur Internet. C'est juste passionnant. Et c'est passionnant parce que ça nous montre que, dans le cas de l'incertitude, notre cerveau crée des informations. Si on revient à l'expérience que vous avez vécue, sociale de tout à l'heure, vous avez créé des informations parce que vous en manquiez. C'est-à-dire l'autre ne vous dit rien, et c'est pas que vous vous dites « Ah tiens, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, apparemment il ne réagit pas, mais c'est normal, il suit la consigne. » Non, on va pour une immense majorité se dire « Mais il s'en fout de ce que je raconte. » Ouais. Il y a même des gens qui m'ont dit des fois « Non mais en fait, c'est ma vie qui n'est pas intéressante, je crois. » Voilà. Donc, maintenant, je vais vous demander ce que vous pensez de ce visage, ce qui vous inspire, comme ça, sans réfléchir. Qu'est-ce que vous diriez? Tueur, j'entends. Ouais. Sérénité ici. Vous voyez la différence d'interprétation entre tueur et sérénité. On en crée des informations. Tristesse. Ah. Bon, on ne va pas aller plus loin. En général, les informations qu'on va créer face à un visage neutre, parce que c'est ce qu'on a demandé à ce monsieur, on lui a demandé de ne rien exprimer du tout. Eh bien, on sait en psychologie sociale que quand on demande ce que les gens pensent d'un visage neutre, on va plutôt tourner du côté obscur. Mais pas tous, puisque monsieur, il a vu de la sérénité,
bah, effectivement, il était a priori plutôt serein. Et puis maintenant, pour certains, mais ça ne va pas marcher pour tout le monde, je le sais, encore une fois, on peut imaginer que ce visage neutre est triste, effectivement. Maintenant, enfin, au début, je ne l'avais jamais vu, puis quand des participants l'ont dit, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, c'est pas un tueur en série, c'est un dépressif, en fait. Voilà comment on crée des informations. Alors, cette création d'informations, elle a des conséquences assez phénoménales sur le milieu du travail. Pourquoi ? Parce que quand on demande, par exemple, aux collaborateurs la première raison de leur démotivation, qu'est-ce qui les débecte plus que tout au boulot ? Eh bien, c'est le manque de reconnaissance. C'est-à-dire, dans le fond, une neutralité. C'est pas que mon chef est méchant avec moi, c'est qu'il ne me dit pas s'il apprécie mon travail, s'il trouve que je le fais bien, je ne sais pas. Et on a tous évidemment vécu ça dans cette salle, c'est pas possible autrement, ou alors vous n'avez pas travaillé, ou alors vous avez eu qu'un chef, une chef, et puis vous avez eu un bol de fou. Mais voilà, en fait, quand on regarde les statistiques, en moyenne, quand on regarde ce que les employés considèrent comme la première source de démotivation, c'est le manque de reconnaissance avec le manque de challenge en parallèle. Donc c'est énorme comme impact. Et qu'est-ce que disent les managers sur le sujet ? Je ne vais quand même pas lui dire bravo alors qu'il fait juste le boulot qu'il devrait faire pour le salaire qu'il touche. Enfin, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'on met la personne avec qui on bosse en situation d'incertitude et que ça, elle n'en fait pas rien. Ça, on va combler cette incertitude, on peut dire stabiliser l'incertitude, on la stabilise pour pouvoir ne pas rester dans l'incertitude, même si c'est très délétère pour nous. On préfère imaginer que ce que je raconte n'est pas important, que mon travail vaut pas le coup, que je ne sers à rien. Je préfère ça que de rester dans l'incertitude. Ou en tout cas, c'est ce que fait mon cerveau. Je ne sais pas si je préfère, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais mon cerveau ne va pas rester dans l'incertitude. Alors ça, c'est capital de jouer avec ça et de vous rendre compte, la prochaine fois que vous faites une présentation, comme ça peut-être, puis vous sortez de la présentation, puis vous parlez aux gens, et là, les gens vous parlent de tout, sauf de votre présentation. Et vous, vous êtes là. Ouais, C'était nul, quoi. C'est pas que vous vous dites, il ne parle pas de ma présentation, je ne sais donc pas si elle était bien ou pas bien. Voilà. Non, je me dis, c'était nul. Il n'y a pas longtemps, j'ai donné une formation, il y a le responsable de formation avec qui j'ai mangé à table avec les participants à côté. Le responsable de formation me dit rien. Et j'étais là et je voyais, alors j'ai beau savoir le truc, j'avais quand même une montée de stress assez forte, puis je me disais, incertitude, tranquille. Puis ça redescendait, puis ça remontait, je disais, incertitude, tranquille, accepte. Il n'a rien dit, non, il n'a rien dit. Bon, alors ça va, il a l'air bien, ouais, ça va. Juste, c'est bizarre, il ne me regarde jamais dans les yeux. Non, incertitude, hop, tranquille. Ouais. Et puis quand on a fini de manger, eh ben, je lui ai dit, j'ai suggéré qu'on s'éloigne un petit peu, je voudrais te poser 2-3 questions, et je me suis dit, là, je vais essayer d'éviter de rester trop longtemps dans l'incertitude. Je sens que ça aurait handicapé l'après-midi, donc à la pause, enfin, voilà, en sortant du déjeuner, je lui ai posé la question, il m'a dit, ah ouais, c'était super. J'étais là, mais putain, tu ne pouvais pas le dire. Voilà. Et il y a, comme ça, j'aime bien l'anecdote d'un comique, c'est Michel Boujna, qui apparemment aurait vécu hyper mal un jour un type qui était au premier rang dans la salle. Toute la salle était hilar, donc il aurait dû être content. Et le mec au premier rang ne réagit pas. Et lui, à la pause, il va voir ses équipes et il dit « J'arrête mon métier, je suis nul, de toute façon, ça ne sert à rien. » machin. Voilà. Et puis, donc l'équipe l'a remotivé pour qu'il n'arrête pas sa carrière. Et à la fin du spectacle, je ne sais pas si c'est une légende, mais le staff lui dit « Il y a quelqu'un qui veut te voir. » Alors il dit bah, « Ok ». Lui était un peu déprimé. Puis le mec arrive et il reconnaît le fameux mec qui n'a pas réagi de la soirée. Et donc il le voit un peu étonné. Et le mec lui dit oh, « C'était génial, j'ai adoré. » Voilà. Donc il s'est fait incendier le mec. Hein. Il l'a viré apparemment Boujna en lui disant « Mais ça va pas, vous êtes un psychopathe !» Voilà. Donc on ne réagit pas très bien face à l'incertitude. C'est la première information que je voulais vous faire passer ce soir. Et je vous invite à tester ça, à expérimenter ça. C'est qu'est-ce qui se passe au travail ? Vous demandez ce que ça veut dire. Quand on fait une erreur, ou quand un collaborateur fait une erreur, qu'est-ce que ça va provoquer chez moi qui viens de faire une erreur ? Donc, j'ai fait une erreur de prédiction, puisque j'ai prédit que ça allait marcher ce que je fais en général.
Apparemment, ça n'a pas marché. Et puis, il y a quelqu'un, potentiellement un autre cas, où dans mon équipe, quelqu'un devait faire quelque chose, et puis je me rends compte que ça n'a pas marché. Que va faire le cerveau à ce moment-là? Il se retrouve exactement comme vous tout à l'heure, dans une situation d'abord de frustration. Suite à cette frustration, on ne sait pas ce qui s'est passé. La réalité, c'est qu'au moment où l'information nous arrive, on ne sait pas ce qui s'est passé. On est dans l'incertitude, mais on ne va pas y rester très longtemps. Il y a des émotions qui vont arriver, de colère, potentiellement, de dégoût, genre « vraiment nul », un truc comme ça. Et on va se mettre à s'enfermer dans une boîte attentionnelle dans laquelle on va juger. Donc là, vous vous êtes jugé vous-même tout à l'heure en disant « c'est pas intéressant ce que je raconte », à cause d'une erreur de prédiction qu'a fait votre cerveau. Dans ce cas-là, on fait aussi une erreur de prédiction. Et quand on est manager, potentiellement, c'est nos collaborateurs qu'on va juger. Et c'est assez difficile de réaliser ça et de pouvoir arrêter la machine. Donc on se retrouve comme ça bloqué dans cette attention, parce que c'est le truc le plus simple qu'il y a dans notre environnement, on appelle ça l'effet de science. Le truc le plus évident sur lequel je peux taper quand ça ne se passe pas comme prévu, c'est des humains. Donc dans le fond, je pourrais dire, notre gros problème social, c'est de mettre l'humain au centre. Et ce qu'il faudrait faire, c'est un peu une blague, ça dépend comment on le met au centre. Mais c'est parce que des fois, ça m'agace quand certains le disent. Mais voilà, là, on a une attention qui est totalement centrée sur des humains. J'ai une main qui marche pas très bien. Une attention qui est complètement centrée sur les humains. Et ce qui sort de notre champ attentionnel, à cet instant-là, c'est le problème, en fait. Ça veut dire que spontanément, on n'est pas orienté solution, on est orienté problème. On est orienté problème et coupable. Soit on fait de l'auto-accusation, ça s'appelle, quand on s'accuse soi-même, soit on va accuser l'autre. Il y en a même qui font des erreurs et qui accusent les autres. Les patriarches, par exemple, comme mon père, il fait ça super bien. Il fait une connerie, mais c'est parce que l'autre, si le verre est tombé, c'est parce que l'autre ne l'a pas posé au bon endroit. C'est génial. Ben, c'est pratique, le patriarcat, mais seulement quand on est patriarche. Et donc, voilà, le système fait que, globalement, on va se retrouver avec des émotions de jugement. Et cette émotion de jugement, on va avoir fait une communication non violente qui va nous dire « il faut faire attention, il ne faut pas aller lui parler tout de suite, parce que là, tu es énervé. » Alors, on va attendre. Puis, on se dit « ah ouais, ils nous ont dit dans la communication non violente, donc je dis « je », puis je pose des questions. Ok, c'est bon. Et donc, 2 jours après, on prend un rendez-vous très formel avec la personne. Et puis, on va dire « bah écoute, je suis un peu étonné là, par ce que tu as fait. Enfin, je sais pas, j'ai besoin que tu m'expliques, vraiment. » Voilà. Ça, c'est de la communication non violente. Ça, c'est affreux, moi, on l'a fait. J'avais une manageuse qui avait fait de la communication non violente, et donc elle utilisait les outils, mais sans principe, de fond. Elle me jugeait. Voilà. C'est affreux, ce truc. Donc, spontanément, on va faire ça. Et donc, qu'est-ce que moi, je dirais? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Comment ça peut nous aider à ne pas faire ça? Ben, c'est tout simplement en reprenant le problème à la base de notre interprétation, et de se dire vraiment, pour le coup, je ne sais pas pourquoi il a fait cette erreur. J'ai aucune idée. Je vais aller lui demander. Mais dès que je commence à juger, c'est une alerte de métacognition. Je vais regarder mon cerveau, qu'il est en train de faire, là, je dis, putain, là, tu es en train de créer des infos. En fait, tu ne sais pas pourquoi il a fait cette erreur. Surtout que comment on va créer des infos, ce n'est pas forcément cool. Je veux dire, on va se dire, non, mais de toute façon, je sais que ce projet le saoule, je l'ai vu dès le début, quand je lui en ai parlé, ça ne l'intéressait pas. Mais qu'est-ce qu'on en sait? On lui a demandé son avis? Mais non. On interprète parce qu'on est frustré, parce que ça ne s'est pas passé comme prévu. Voilà. Alors maintenant, ça s'appelle une erreur fondamentale d'attribution. Voilà, c'est comme stimulus ambigu bistable, c'est bien placé dans les conversations. L'erreur fondamentale d'attribution, c'est le fait que spontanément, on va plutôt attribuer les erreurs, mais les succès aussi. Alors ça dépend dans les cas, mais là on va parler des erreurs. On va plutôt attribuer les erreurs aux personnes qu'au contexte, alors que la plupart du temps, quand on fait des erreurs, ce n'est pas qu'on a décidé de faire l'erreur, c'est un problème contextuel. C'est un problème social, technique, voilà. Mais c'est souvent pas un problème de la personne. Alors dans le doute, ça serait bien de rester dans l'incertitude et de vraiment se dire ça. De se dire, je ne sais pas. C'était compliqué tout à l'heure, c'est un peu plus facile dans le cas que je décris. Même si on a déjà eu l'émotion, on peut facilement revenir. Moi, je le fais régulièrement, ça. D'un coup, je sens que je suis en train de juger. Je me dis, hop, 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 tu sais pas. Ah ouais, c'est vrai, je sais pas. Cool. C'est agréable parce que d'un coup, l'émotion redescend. Voilà.
Donc, pardon. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans le cerveau du collaborateur à qui on a dit ça? Alors, en vrai, ça ne fait pas des flammes comme ça, mais dans le cerveau du collaborateur, il y a un gros problème émotionnel, puisque, en général, les erreurs, on l'a dit, ne sont pas faites intentionnellement. Donc, forcément, le jugement qu'il perçoit, il le trouve injuste. Et donc, le système limbique, émotionnel, s'active, mais il ne s'active pas tout seul, puisqu'on sait maintenant que le système limbique et le cortex préfrontal vont de pair. La raison va avec les émotions, même si parfois on peut les opposer. Mais en fait, notre cortex préfrontal, lui, un de ses rôles, c'est d'être attentif. C'est la capacité d'attention consciente. Eh bien, quand j'ai un problème émotionnel, surtout celui-là, que je suis jugé par quelqu'un, mon attention, elle n'est plus sur le problème. Ce serait ça qui serait chouette, résoudre le problème. Non. Mon attention, elle est maintenant dirigée strictement vers mon problème émotionnel. Dans le fond, ce que je veux, c'est récupérer mon statut. Voilà ce que j'ai écrit en bas. Et donc, dans la mémoire de travail, notre capacité à réfléchir, elle n'est plus du tout disponible. Notre cortex préfrontal n'est pas disponible. La partie rationnelle non plus, parce qu'elle est en train de résoudre un problème grave qui est « je suis nul ». Voire « mon manager est nul ». Parce qu'il n'a pas à me parler comme ça d'abord. Mais je ne le dis pas forcément. Peut-être que comme un collègue que j'avais, je transpire du front, mais je ne dis rien. Et pendant ce temps-là, peut-être que le manager est en train de donner des solutions, peut-être intéressantes, qui sait. Souvent pas, mais peut-être. On verra pourquoi après. Pourquoi ce n'est pas intéressant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant fondamentalement, mais parce que ça ne marche pas juste. Donc voilà, on va... La personne n'est pas capable d'écouter, le manager est en train de parler, et puis on se retrouve finalement à ne pas appliquer ce que la personne a dit, ce qui nous donne une raison pour ce que j'ai dit au tout début. Bah ouais, les feedbacks ne sont pas appliqués, parce que la personne, quand on lui fait un feedback, elle est comme ça. Et ça commence avec pas grand-chose. Par exemple, si je te dis, non, t'as pas compris, attends, je vais t'expliquer, t'inquiète, c'est simple, mais rien que ça, c'est pas méchant, hein, je suis pas méchant. Mais moi, si on me fait ça, on m'a fait il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je le dis. J'étais là, t'as de la chance que je fasse des sciences cognitives, parce que... parce que du coup, j'étais en train d'analyser, je me disais, putain, c'est fort quand même comme effet. Hein. Attends, je vais t'expliquer. Ouais, tu vas m'expliquer toi, tu vas m'expliquer quoi? Voilà, donc une raison pour laquelle les feedbacks ne sont pas acceptés et mis en place. Ce qu'on a vu là, c'était donc globalement, quand il y a un changement, c'est-à-dire les choses ne se passent pas comme mon cerveau a prévu, eh bien, je vais être dans une situation d'incertitude. Suite à cette situation d'incertitude, évidemment, je vais imaginer quelque chose comme on l'a vu, et puis cette imagination, elle conduit au biais qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'erreur fondamentale d'attribution, et je vais attribuer à l'autre tout un tas de trucs. Voilà. Donc ça, c'est pour le problème. Du coup, ça fait une bonne partie sur le problème. Maintenant, on va aller voir, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, du coup, en termes de solutions? Est-ce qu'il y a des trucs en sciences cognitives qui peuvent nous aider un petit peu à améliorer la situation? Il y en a un qui date d'assez longtemps, ça s'appelle l'effet Pygmalion. Vous connaissez ça? Ouais. L'effet Pygmalion, c'est le truc classique, donc ça se passe à l'origine, hein, ça a été reproduit plein de fois, ça se passe dans une salle de classe. On va dire à des enseignants qu'ils ont des élèves qui sont géniaux. On a fait les tests de QI, machin, c'est des génies. 2 élèves dans ta classe sont des génies. En fait, les élèves sont juste tirés au hasard, ils n'ont rien de génial. L'enseignant va donc commencer son année en ayant une croyance que ces 2 élèves sont des génies. Qu'est-ce qui va se passer en termes de performance pour ces 2 élèves par rapport au reste de la classe? Vous pouvez l'imaginer, ils vont avoir des performances qui augmentent, notamment le QI, parce que c'était à la mode à l'époque, et le QI augmente plus que les contrôles, que le reste de la classe, alors que ces 2 personnes n'ont rien d'extraordinaire. Pourquoi ça marche? Et puis qu'est-ce qu'on observe par exemple dans le management? Ça marche aussi très très bien dans le management. Les raisons pour lesquelles ça marche, entre autres, c'est parce que les managers vont accorder plus d'attention, plus de confiance, et ça, je trouve ça magique, ils vont faire plus de feedback positif à ces 2-là. Mais ils disent autant de conneries que les autres, en l'occurrence. Mais juste, la croyance de l'enseignant étant qu'ils sont plus intelligents que les autres,
Alors, quand ils disent quelque chose de juste, ils sont là, ah ouais, exactement, ouais, alors bravo, hein. Ouais. Parce que du coup, ça confirme mon hypothèse, que toi, tu es plus intelligent que les autres. Donc ça me valorise, moi, comme enseignant, je fais des bonnes hypothèses. Pourtant, c'est même pas la mienne, c'est un prof qui lui a dit, mais peu importe, on y a cru, donc après, on essaie de valider nos propres hypothèses. Alors voilà, une première solution, c'est d'abord de penser du bien des gens avec qui on bosse. Au cas où. Et donc de faire l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire, en général, quand on en pense du mal, c'est qu'on les juge, et on n'a pas de bonne raison de les juger. C'est parce qu'on ne sait pas pourquoi ils agissent comme ça. Et puis on s'est fait des tripes, peut-être, depuis longtemps. Mais juger, c'est ne pas comprendre, donc c'est manquer d'empathie. Et moi, je ne dis pas que l'empathie, c'est un truc sympa, je dis que ne pas avoir d'empathie, c'est un truc idiot. C'est-à-dire, je n'essaie pas de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Et après, je peux décider de ne pas avoir d'empathie pour Donald Trump. C'est pas grave. Je peux mépriser ce gars toute ma vie. Mais avec les gens avec qui on bosse, c'est grave. Donc avoir de l'empathie, c'est juste faire l'effort d'essayer de comprendre ce qui amène la personne là à faire ça. Et on peut lui poser des questions, par exemple. Voilà. Donc, première chose, du côté lumineux, je reviens du côté lumineux, l'effet Pygmalion, donc ce qu'on pense, ça s'appelle une prophétie autoréalisatrice, ce qu'on pense des autres, ça se transmet, ça devient plus ou moins vrai. Donc maintenant, si moi je me place comme victime de ça, positive, donc ce que l'on pense de moi, ça me touche. Alors, pourquoi ça me touche? Pourquoi ce que l'autre pense de moi, ça me touche? Est-ce que je ne sais pas qui je suis, par hasard? Alors, là, il y a une expérience magnifique que vous connaissez peut-être, ça s'appelle l'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est génial. Imaginez que je vous fasse passer à tous un test de personnalité. Et donc, vous, alors on va dire, toi par exemple, imagine que je te fais passer un test de personnalité. Okay. Tu réponds à des questions, c'est personnalisé. Donc par exemple, quel est ton prénom? Comment? Jay. Merci pour la raccourci. Donc Jay. Donc j'ai une information personnelle sur toi, ton prénom. Et puis, est-ce que tu crois que je suis vraiment docteur en neurosciences? Oui. Ouais, cool, on est bien parti. Et puis, dernière étape, eh bien, je trouve que tu es super intelligent. Je le vois depuis tout à l'heure dans ton regard. Vraiment. Et je suis docteur en neurosciences, donc je sais. Et en plus, Jay, tous les Jay sont super intelligents. Je l'ai déjà croisé. Enfin, il y a des études sur le sujet. Ouais. Quand je te dis que tu es très intelligent, ça te fait quoi? Ça me flatte. Ah ouais, bien. Parfait, c'est l'objectif. Bien, merci Jay. Alors voilà, l'effet Barnum, c'est le fait que quand on passe un test de personnalité ou qu'on donne son prénom, parce qu'il y a quand même des conneries sur les prénoms, hein, genre là tu t'appelles Marc, donc tu es comme ci, comme ça, ou tu es né le 14 juin, donc tu es comme ci, comme ça, à 8h22, ah 8h22, ouais. Okay. Et donc, par exemple, moi, je suis vraiment, du coup, né le 14 juin, je suis Gémeaux, et quand je lis Gémeaux, ben, je suis victime de ça, et je le sens. Et je suis là, je me dis, ah ouais, c'est trop moi, quoi. Enfin, ouais. Et j'ai du mal à me sortir de ça, même si je sais que ça n'a aucun sens, l'astrologie. Voilà, donc l'effet Barnum, il suffit de remplir ces 3 critères pour que les gens y croient. D'où les tests de personnalité qui marchent à peu près toujours, du moment qu'il y a les 3/4 de critères positifs. Et si vous regardez bien dans les tests de personnalité, il y a en général bien plus de critères positifs, pas folle la guêpe. Voilà. Donc maintenant, on peut se dire, ah ouais, ok, donc quand quelqu'un croit quelque chose sur moi, ça me transforme, ça devient vrai. S'il pense quelque chose de négatif, ça devient vrai aussi, évidemment. Puis là, c'est le pire des cas. Et en fait, ça peut s'expliquer par ça, parce qu'en fait, je crois un peu tout et n'importe quoi sur moi. Il faut savoir qu'on est plus de 80% à avoir cette réaction de « Ah ouais, c'est trop moi, quoi. Ouais, moi, je suis super sensible, je suis content que ça soit écrit dans le test. Ouais. » Parce que sensible, c'est dans tous les trucs, hein. Ouais, presque. Parce que qui se dit « Non, moi, je suis insensible. » Alors, voilà, donc, je suis victime de ce que les autres pensent de moi. Je peux croire à peu près n'importe quoi sur ce qu'on me dit du moment qu'on respecte 3 petits critères. Alors maintenant, la question, ce serait, mais en fait, quand je t'ai dit que tu étais intelligent, est-ce que c'était une bonne idée, ça? Est-ce que, puisqu'on a une forte influence sur les autres, mais comment l'exercer, cette influence? Est-ce que ça serait en disant les choses directement, en qualifiant? Comme ça, toute ta vie, maintenant, tu crois que tu es intelligent. Du coup, tu vas réussir plein de trucs. Tu m'enverras des messages pour me dire merci.
Et c'est ce qu'a testé Carol Dweck de l'université de Stanford en 1998. Elle a donc testé elle a, à partir de là, créé le modèle de growth mindset, d'état d'esprit agile. Pour ceux qui ont eu la formation avec moi, ils connaissent déjà cette histoire. Et donc, dans ce test, on va imaginer qu'on le fait dans cette salle. Moi, je ne vais pas aller trop loin, mais on va dire que... Ok, non, je vais changer. On va dire que vous... Ah non, c'est vous parce que c'est toi qui es intelligent. Vous, vous faites partie d'un groupe. Là, l'espace de droite, un autre groupe. Et puis au fond, vous êtes le troisième groupe. Vous serez le groupe contrôle, le groupe qui ne sert à rien, comme ça, mais en fait, si, un peu. Mais on ne vous posera pas trop de questions, en tout cas. Imaginez que je vous fais passer un test à tous. Un test, disons, logico-mathématique. Ça ressemble un peu à un test de QI. Donc, Jay, on a confiance en toi. Vous passez ce test et vous le réussissez tous brillamment, en fait, les trois groupes. Sauf que moi, je vais faire un retour différent selon le groupe auquel vous appartenez. Alors, c'est individuel, ce n'est pas en groupe là, évidemment. Mais individuellement, je vais vous prendre chacun et dire, par exemple, à ce groupe-là, Jay, tu as réussi le test, tu es intelligent. Et toi, tu le savais déjà. Tu as réussi ce test, tu es intelligente. Et puis, on va dire ça à chaque personne. Imaginez ce que ça fait. On vient de passer un test de QI à l'université de Stanford en termes d'autorité, ça marche pas mal. C'est un chercheur qui fait passer le test et il nous dit comme résultat qu'on est intelligent. Bon, vous avez été choisi au hasard, en fait, à part Jay. Le deuxième groupe, là, vous... Ah non, c'est le deuxième... Non, enfin, j'inverse. Le deuxième groupe, ici, on va dire que vous êtes le groupe à qui je vais dire individuellement, bravo, tu as réussi le test, tu t'es bien concentré, tu as fait un gros effort de concentration. Bravo. Et je dis ça à tout le monde, je centre le commentaire sur le travail, la qualité du travail. Bravo pour la concentration. Incroyable. Il faut imaginer ce que ça fait, vous avez passé ce test, vous êtes à Stanford, blabla. Et puis le troisième groupe, là-bas, le groupe contrôle, on ne vous demande pas votre avis et on vous dit juste bravo, vous avez réussi le test. Okay. Sans commentaire d'intelligence ou d'efforts fournis. Donc le premier résultat, ça ne donne aucune différence entre les trois groupes. Puis là où c'est intéressant, c'est qu'il va y avoir une deuxième étape dans laquelle tout le monde va échouer, les trois groupes. Là, tout le monde est à la même enseigne. Donc essai 2, il est difficile, il est prévu pour vous faire échouer. Vous échouez tous. Et là, la question, c'est, du coup, comment tu te sens, Jay? Pourquoi tu as échoué à ce test? Ça arrive, même au meilleur. Ah, il y en a qui gardent confiance. Comment, d'après vous, ils vont réagir dans ce groupe? Test trop dur. Test trop dur, ça c'est les malins, ils évitent... et ils vont questionner leur intelligence. Alors, une partie d'entre eux vont s'en sortir en mettant le truc sous le tapis et en se disant, il y a dû y avoir un problème dans le test. Et ils font ça dans la vraie vie aussi. Voilà. Et puis, donc de ce côté-là, il va y avoir un problème lié à, du coup, est-ce que je suis intelligent? On va remettre en question ça. Hein. Et là, quelle va être votre réaction suite à cet échec? Il y avait trop de bruit, on n'a pas pu se concentrer. Ouais, voilà. Il y avait trop de bruit, c'est pas mal, c'est un mélange des deux, c'est le contexte. En tout cas, il y a eu peut-être un problème de concentration, potentiellement, donc on va remettre en cause le processus plutôt. Voilà. Et le troisième groupe, on ne vous demande toujours pas votre avis. Voilà. Et donc, maintenant, il y a eu un troisième test, vous voyez qu'il y a de la place à droite. Il y a un troisième test dans lequel on va revenir au niveau de difficulté du premier test, et puis on va regarder quels sont les résultats avec un test qui est aussi facile que le premier, sachant que vous aviez tous un niveau égal d'abord. Seulement, entre les deux, vous avez vécu un échec. Certains, enfin non, tout le monde a vécu un échec, certains en ayant une croyance, d'autres en ayant une autre croyance. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de résultats? Je vous laisse essayer d'imaginer le résultat du troisième essai. Ouais. Les jaunes vont voir leurs résultats augmenter, les bleus vont les voir diminuer, les intelligents, et puis les contrôles vont avoir une stagnation de leurs résultats, ce qui paraît, c'est ce à quoi on s'attendait. Et donc les bien travaillés, a priori, dans le troisième essai, se sont dit il faudrait se concentrer sur le processus.
Pourquoi c'est intéressant ça? Parce que déjà, ça a été reproduit un peu partout dans le monde, plein de fois, avec des effets pas toujours très forts, parce qu'on vit dans une culture qui est pas très de ce côté-là, mais plutôt du côté des intelligences. C'est-à-dire qu'on a des théories implicites de l'intelligence qui sont très fortes et qui sont figées. C'est-à-dire, par exemple, Jay est intelligent, on voit bien que le résultat n'a pas changé, la croyance en lui. Non, enfin, globalement, on a une croyance figée, en tout cas à un moment donné, puisqu'on voit que potentiellement ça peut chuter derrière. Donc, ça a permis à Carol Dweck de définir deux types d'états d'esprit. Dans un cas, on va se dire « je suis nul en informatique », par exemple. C'est l'état d'esprit figé. Et on va penser qu'on a du talent ou qu'on n'en a pas. Et donc, ce à quoi ça nous renvoie ici, c'est que l'idée même du talent, qui est hyper à la mode chez les RH, par exemple, et dans le recrutement, l'idée même du talent est contre-productive. Parce qu'elle me renvoie à une image figée de moi, quelque chose que je suis. Or, on est des êtres en mouvement, en construction. Et c'est ce que dit l'état d'esprit agile, où je vais toujours me demander comment je peux progresser. Il y a toujours moyen d'apprendre dans tous les domaines, du moment qu'on veut. Après, il y a la question de est-ce que j'ai envie. Et puis, l'agilité, elle, va être associée à des phrases comme « je peux développer ma créativité », par exemple. Notre relation à la créativité est hyper figée. On dit il y a des gens créatifs, lui c'est un artiste. Ah, il est créatif, il est artiste. Les neurosciences cognitives, aujourd'hui, ce qu'elles ont l'air de dire, c'est plutôt, pour être créatif, il faut pratiquer la créativité, c'est tout. Voilà, si vous passez du temps à créer des choses, vous allez devenir de plus en plus créatif. Si vous passez du temps à faire des maths, vous allez vous améliorer en maths, quel que soit le niveau de base. Et donc l'idée du talent, elle nous renvoie à quelque chose de figé, de nous-mêmes, et je vous invite, si ça vous intéresse vraiment, à voir d'où vient le talent, et comment il a été construit, et comment le déconstruire à travers un livre qui s'appelle « Le talent est une fiction », qui a écrit Sama Karaki, avec qui je travaille de temps en temps. Le talent est une fiction, voilà, c'est le bouquin de la déconstruction du talent. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans aussi, vous voyez que j'ai mis ego et processus, c'est qu'ici, on est centré sur l'ego, puisque je touche à ma personnalité, alors que là, on est centré sur le processus, puisque je touche à quelque chose que je peux changer. C'est la façon que j'ai de travailler. Alors, ça, c'était pour le petit clin d'œil pour ceux qui travaillent dans des labos de recherche. Les labos de recherche, je n'ai jamais connu endroit plus figé que ça, notamment à cause de la compétition, enfin partout où j'ai travaillé après, si vous voulez, on en parle après, ça m'intéresse. Mais je n'ai jamais vu un endroit où il fallait être aussi intelligent et où on nous vendait de l'intelligence, comme disait Coluche, mais ils n'avaient pas d'échantillon sur eux. Voilà, c'est extrêmement figé, ça ne veut pas dire qu'ils sont idiots dans les labos du tout, mais le fait de devoir être intelligent rend tout le monde un peu idiot et peu créatif en tout cas. Et ça, c'est hyper intéressant. On est arrivé là-haut, donc on est des stars, il y a un peu ce truc, justement d'excellence, on en parlait dans le groupe tout à l'heure, et l'excellence, ça peut poser quelques problèmes, de se dire je dois être excellent. En termes de créativité, ce n'est pas forcément très très compatible, ça va plutôt nous amener à quelque chose de figé, mais ça se discute, on pourra en parler. Et puis, il y a des entreprises qui mettent ça en place, juste pour maintenant avoir un aspect concret. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des gens qui le mettent en place? Apparemment, ceux-là, ils se font du blé, quoi, ça a l'air de bien marcher. Et grosso modo, en Californie, dans la Silicon Valley, ils sont hyper agiles, c'est très, enfin, voilà, ils ont une culture agile, et puis ces trucs-là, ils les connaissent depuis longtemps. Et puis, je voulais vous donner maintenant un exemple, ça c'était général, mais un exemple plus concret, ça veut dire comment est-ce qu'on peut appliquer ça quand, par exemple, on est manager, pour essayer d'éviter que, quand on fait un feedback, la personne à qui on fait le feedback se retrouve dans cet état. Ce qui était le cas de mon collaborateur, David, en l'occurrence, à ce moment-là, quand j'ai repris une équipe à la suite de ma chef, et elle m'avait dit beaucoup de mal de lui, elle voulait le virer. Moi, je me suis dit, ça va être mon challenge agile. Je vais essayer de faire tout ce dont je vous ai parlé jusque-là, ne pas le juger et tout ça. C'était mon challenge. Et puis, je me suis dit, je ne savais pas si ça allait marcher, mais voilà. Donc, le premier truc, quand j'avais rendez-vous avec lui, c'était de me dire, il ne doit surtout pas transpirer du front, parce que quand il était avec elle, il transpirait tout le temps du front. Et moi, je me disais, probablement, système sympathique, peur, machin, il ne peut pas retenir ce qu'elle est en train de lui dire. Et il ne retenait pas. Il faisait des tonnes de conneries admin, c'est un truc de fou. Donc moi, quand j'avais rendez-vous avec lui, je voyais ses travaux administratifs, c'était une catastrophe. Et puis, je regardais son front, je me disais, David, tu viens, on va regarder les trucs. Je ne le jugeais pas, je faisais tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Je pensais à ça. C'est-à-dire, ça, c'est une image qui est normalement à la base de
de la pensée agile, c'est-à-dire du growth mindset de Carol Dweck, c'est le fait que notre cerveau est plastique et qu'il est tout le temps en transformation, comme le cerveau de ces taxi drivers londoniens dont on a vu qu'une partie du cerveau, l'hippocampe, augmentait de taille quand ils apprennent la carte de Londres. Et du coup, en fait, ça s'appelle la plasticité cérébrale ou la plasticité synaptique. Puis ces gens, à la base, la révolution, ça a été... Enfin, des fois, les gens présentent ça comme ça. Mais en fait, on sait depuis toujours qu'on est capable d'apprendre. Non, enfin, il n'y a rien de nouveau, en vrai. Mais on a une sorte de vision implicite, c'est que je ne suis pas sûr qu'on le sente vraiment, que tout le monde peut apprendre. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé de me dire, non, mais souviens-toi que David, comme tout le monde, il a un cerveau plastique, et que cette plasticité, ouais, en plastique, j'en ai en plus en plastique. Facile et en plastique, ça va être compliqué pour David, mais pour moi. En bref, voilà, donc il a un cerveau plastique, je dois penser à ça, et me dire, ça grouille de partout là-dedans, donc il peut s'auto-transformer. Et donc il peut apprendre, c'est juste moi qui dois trouver la bonne façon de présenter le truc et de le laisser trouver la solution lui-même et de corriger son travail lui-même. Et voilà, et donc j'ai fait ça en me mettant dans ce qu'on appelle en métacognition, c'est-à-dire pendant tout le temps où j'étais en rendez-vous avec lui, je me regardais, et avant, je me regardais, est-ce que je suis en train de le juger? Parce que quand même, il faisait des quantités de fautes, c'est pas évident des fois. Se dire, mais là, il le fait pas exprès, David, quand même, celle-là, là, c'est quand même bizarre. Et là, je sentais ça, et je me dis, hop, 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 là, tu te tais, tu es en train de juger, tu reviens, incertitude. Tu sais pas pourquoi il fait ça. Ok, ça marche. Tiens, David, t'as vu là le truc? Ah ouais, pardon. Et puis, vraiment, je fais cet effort de jamais le juger. Et bref, à la finale, ce qu'on a pu... Ah oui, j'ai passé la slide. Ce qu'on a pu observer avec David, en ajoutant un truc, c'est que j'ai aussi pratiqué un déploiement intentionnel, c'est-à-dire, puisque je me regarde penser, je peux voir quand je suis en train de toucher l'ego, et voir que je suis dans cette situation, versus je sors mon attention des personnes, donc de David, et je me concentre sur l'ordinateur. Et dans ce cas-là, mon truc, c'était, David peut apprendre, moi, ce qui m'intéresse, c'est cet ordinateur, parce que le fichier était dessus. Tu vois. Et David, quelque part, je ne me concentre pas vraiment dessus. Tu vois. Je lui dis, ah, t'as vu, là? Et je regardais comme si c'était un truc froid qu'il fallait réparer. Comme ça. Il n'y a aucun problème, il faut réparer ce truc. Voilà. Et donc ça, c'est le déploiement intentionnel. On peut faire attention à ce sur quoi se porte notre attention en direct live, de temps en temps, pas toujours, pour essayer de corriger le tir. Voilà, ça c'est c'est plusieurs des approches que j'ai utilisées avec David. Et puis, maintenant, on arrive vers la fin. J'ai dit au début que, je reviens là-dessus, on n'écoutait pas les feedbacks. Alors là, ils ont regardé comment les gens vont appliquer des feedbacks et puis comment ils vont accepter le feedback. Alors pour information, quand on nous donne un feedback négatif, massivement, on n'accepte pas le feedback, ça nous donne quelque chose comme ça, rejet du feedback à 61%. Et quand on demande aux gens, est-ce que vous trouvez que votre manager est compétent pour vous faire ce feedback-là? Non, évidemment. Mais pour le même type de feedback, dans la même situation, avec les mêmes personnes, on leur demande, et que quand le manager fait un feedback positif, et qu'on demande à la personne, est-ce que vous trouvez que votre manager est compétent pour vous faire ce feedback-là? Ben oui, massivement, ils trouvent que oui. Ouais. Nous trouvons, parce que ça nous concerne tous. Voilà, maintenant, si on leur demande un petit paramètre de plus, est-ce qu'ils ont l'intention de changer? Est-ce qu'ils ont l'intention de mettre en place le conseil qui a été donné? Ben, plutôt pas. Sur une échelle de 7, ils sont à 2,6. Donc plutôt pas. Maintenant, dans cette étude, ce que je trouve magnifique, qui est publiée dans un très bon journal pour du management, c'est dans PLOS ONE, ils ont changé un truc, ils ont fait un focus sur le futur. Ils ont dit, maintenant, on fait la même chose, mais on change un paramètre. Au lieu de faire le focus sur l'analyse des faits, ce qui est normal pour un feedback, on va parler du futur. Donc le manager devait dire quel était le problème, ça ne prend pas beaucoup de temps, et puis derrière, parler tout le temps à l'avenir, donc forcément parler de la solution. On va dire. Mais l'objectif, c'était faire des phrases au futur, parler toujours de ce qui va se passer et non pas de ce qui s'est passé. Et bien le résultat, en termes de rejet du feedback, il passe à 26%. Ça ne marche pas complètement, mais pour un seul paramètre, c'est quand même pas mal. Et puis en termes d'intention de changer, on passe à 6,3. C'est juste énorme. Et pourquoi? Parce que quand on fait le focus sur l'analyse des faits, enfin en tout cas ça c'est mon interprétation, je ne sais pas si c'est vrai,
Mais quand on fait le focus sur l'analyse des faits, il y a de fortes chances que pendant toute la discussion, on se sente coupable d'avoir fait cette erreur. On est en train de parler de l'erreur. Puis moi, ça me met mal à l'aise, parce que j'aime pas faire des erreurs. Voilà. Alors que quand on parle d'avenir, on libère de la dopamine, on stimule le système de récompense, parce qu'on est en train de parler d'un truc qui va arriver. C'est très différent. Voilà, donc ça c'est un feedback qu'on appelle le feed-forward, et auquel j'ajoute self, feed-forward parce qu'on parle d'avenir, et auquel j'ajoute self parce que les solutions qui sont appliquées sont bien plus appliquées si c'est les collaborateurs qui les donnent. C'est-à-dire que, et puis il faut avoir en tête que celui qui sait, c'est celui qui fait, et donc le manager, en général, lui, il croit qu'il sait, mais pas tant que ça. Et donc il vaut mieux d'abord demander à l'autre s'il sait comment réparer, comment faire différemment, puis si le collaborateur nous demande notre avis, alors là, bingo, quoi. Mais avant, il faudrait éviter. Donc, self-feed-forward, c'est on parle d'avenir et c'est toi qui donnes la solution, pas moi. Voilà, ensuite, ça c'est juste pour la petite fin. Petite astuce que je trouve rigolote, c'est de s'amuser en équipe à déterminer quelle est la meilleure erreur du mois. Et donc, chacun dans son coin sélectionne l'erreur qu'il préfère, celle qui lui a appris le truc plus important pendant tout un mois. Et puis après, on se réunit une fois par mois, on raconte nos 12 erreurs ou 10 erreurs, et puis on fait l'élection de la meilleure erreur, y compris le chef. Là, c'est fondamental que le chef le fasse, sinon voilà, tout ça ne sert à rien. Voilà. Et puis, ce qu'on a vu, donc, c'était les principes, c'était une théorie implicite de l'intelligence. On a tendance à croire que notre intelligence est figée, et ce n'est pas très bon pour la réussite globale des projets. Il vaudrait mieux penser qu'on est tous capables d'apprentissage, c'est une théorie implicite de l'intelligence nouvelle. Savoir que reconnaître quand on est figé ou quand on est agile, et puis voir quand on centre notre attention sur l'ego ou sur le processus et essayer de décaler cette attention. Moi, physiquement, je le vois là, mes formations, mes conférences, c'est pas moi, c'est pas mes formations, c'est une formation que je donne et je travaille dessus. Elle est à l'extérieur de moi, mon attention elle n'est pas sur moi et sur « ah, j'ai foiré ça ». Non, ce truc-là n'a pas marché, je vais travailler dessus. Il faisait ça dans l'école Top Gun, une des raisons pour lesquelles elle marchait si bien, dans l'école Top Gun, qui était apparemment une bonne école, du film, hein, Top Gun, l'école des avions, tout ça. Et ben, un des trucs qu'il faisait, c'était de parler des avions et non pas de la personne, en disant « l'avion a fait comme ça ». T'as vu quand, là, à tel endroit, l'avion a fait comme ça. Et du coup, ils avaient une discussion sur l'avion, au lieu d'avoir la discussion sur « t'as vu ce que t'as fait, Jay, tout à l'heure ? Je n'ai pas trop apprécié. Enfin, tu ne m'as pas vraiment aidé dans la conférence, hein, franchement. » Si, c'est vrai. Voilà. Et puis, les outils qu'on a vus, c'est la métacognition, se regarder en direct, live. Pour moi, l'information capitale, c'est quand je juge les gens. Bah, quand j'entends « mais qu'il est con, celui-là », je me dis « ah, tiens, voyons si c'est vrai ou pas. Est-ce que je ne manquerai pas d'infos par hasard ?» Et puis, le self-feed-forward, on vient de le voir. La dissension constructive est la meilleure erreur du mois. Là, j'ai passé la dissension ou donc, le fait de former des détracteurs, je trouve ça assez génial. C'était la deuxième petite astuce avec l'erreur du mois. C'est-à-dire que si tout le monde est détracteur dans mon équipe, on va prendre de bien meilleures décisions, bien plus innovantes. Et puis, on va nous dire hein, si ce n'est pas innovant. Par exemple, vous trouvez ça innovant comme idée ou pas? Enfin, voilà. Et ça vient du GIGN. Je suis désolé de citer 2 fois des trucs qui viennent de l'armée. Mais dans l'armée, il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'ils sont confrontés à la mort, et donc ils évitent de faire des erreurs. Et du coup, ça vaut le coup de se dire que c'est dans l'armée, de l'armée, que vient cette idée de former des détracteurs dans l'équipe. Que tous mes collaborateurs soient formés à être des détracteurs de mes décisions comme de celles des autres. C'est magnifique, et dans leur cas, ça évite à des gens de mourir. Voilà, donc, et puis c'est du coup très agile. Et puis enfin... un dernier petit truc, c'était la pensée divergente. Ce n'est pas notre sujet, mais juste à partir de tout cet état d'esprit dont je viens de parler, imaginez l'impossible et pensez juste que, en général, quand on essaie d'être créatif au travail, on ne l'est pas beaucoup, surtout dans les labos, mais voilà, on ne l'est pas beaucoup. Et il faudrait essayer d'imaginer des choses impossibles pour devenir raisonnable dans un deuxième temps. Ça s'appelle le double diamant. Mais juste, il faut penser à ça. Moi, je connais un truc qui m'aide beaucoup, me dire, attends, d'abord, première étape, on essaie de penser à un truc vraiment incroyable, impossible, débile, et ça doit l'être. Et je demande à mes collaborateurs de dire un truc impossible, sinon c'est qu'ils n'ont pas fait le job. Et en faisant ça, c'est pas toujours évident. On est tellement habitué à être raisonnable. Voilà.
Donc, merci. Une dernière chose, je finirai avec une citation de Darwin, qui donc a dit quand je lis une théorie qui me dérange parce qu'elle contredit la mienne, je m'empresse de la noter parce que sinon je sais que je vais l'oublier, comme les feedbacks. Voilà. Merci.